Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Assurance TV dans le cadre de notre émission L'invité du mois. Nous recevons aujourd'hui Marie-Anne Monchamp, directrice générale de l'OSIRP. Bonjour Madame Monchamp. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et je suis en compagnie de Jean-Charles Némy. Bonjour Jean-Luc. Et nous allons faire cet entretien de l'invité du mois sur Assurance TV. Alors vos engagements précédents, Madame Monchamp, sont nombreux. Ils sont associatifs, ils sont politiques, ils sont professionnels. Vous êtes l'ancienne présidente du conseil d'administration de la CNSA. Vous êtes donc une experte des questions d'autonomie, de handicap, de perte d'autonomie, de handicap. Ces deux problématiques-là en particulier sont-elles correctement traitées aujourd'hui selon vous ? C'est un enjeu de société qui est gigantesque. Tout ce qui est fait est important pour nos concitoyens. Mais nous voyons bien qu'avec l'avancée en âge de la population française, avec l'évolution des risques aussi, y compris dans le champ du handicap, je pense en particulier à l'épidémiologie du handicap psychique. Au fond, on se rend compte que les réponses que nous devons à nos concitoyens doivent être réinventées, revisitées de manière permanente, d'autant plus qu'ils aspirent, au fond, à être, ce qui est bien normal, des citoyens à part entière. Et c'est peut-être aussi un des enjeux supplémentaires qui vient s'ajouter à ce que doit construire la réponse publique, mais aussi la réponse assurantielle. Donc vous parlez de réinvention, ça veut dire qu'il faut... De façon permanente. De façon permanente. On ne peut pas se dire que ces politiques sont satisfaites une fois pour toutes au motif que le législateur en aurait décidé ainsi. Nous sommes dans un contexte particulièrement évolutif, en particulier, je le disais, du fait de l'avancée en âge de la population française. Alors, Madame Monchamp, Jean-Luc Gambet a rappelé effectivement votre expérience dans ces domaines, évidemment de handicap, de la perte d'autonomie. Est-ce que l'OSIRP, pour vous, aujourd'hui, c'est un prolongement normal finalement de vos anciennes activités ? En tout cas, c'est un prolongement cohérent. Avec effectivement cette préoccupation qui est un peu le fil rouge de mes engagements, qui est la question de la protection sociale contemporaine, et également cette idée qu'elle passe par le partenariat social et le dialogue social. Et ça, c'est peut-être un supplément d'âme, ou en tout cas un supplément de sens que l'OSIRP me permet d'apporter effectivement à ce parcours qui a été le mien, politique en effet, associatif, j'oserais dire militant et engagé, parce que je pense que si d'aucuns invitent à un changement de méthode, la question du renforcement, ou en tout cas de la modernisation du dialogue social, afin de produire des preuves tangibles à impact de ce que la protection sociale peut apporter aux salariés et à nos concitoyens de manière générale, c'est un enjeu qui prend tout son sens dans la France de 2022 et au-delà. Et dans cet environnement, je dirais, l'OSIRP, c'est un organisme d'assurance à vocation sociale, et c'est bien entendu depuis non lucratif. Vous avez parlé finalement de paritarisme aussi, puisque de dialogue social. Le mot social aujourd'hui, dans cet environnement, quel sens vous lui donnez ? Parce qu'on sent bien qu'on parle aussi de société à mission, d'entreprise avec une raison d'être. Ce mot social, on l'emploie pas. C'est quoi pour vous quel sens on a aujourd'hui à l'environnement social ? Aujourd'hui, plusieurs axes, si vous voulez. Le premier axe, c'est qu'il y a une porosité très grande entre des enjeux sociétaux et leur déclinaison en enjeux sociaux. Nos concitoyens, aujourd'hui, ils ont des aspirations, ils ont des attentes, ils ont des avis, et ils ont un furieux besoin de participation aux choses qui les concernent. Et ça, c'est ce que j'appellerais le courant sociétal, qui vient par ailleurs se doubler de ces grandes évolutions, qu'on appellera, quand on est techno, l'évolution des risques, en particulier le vieillissement, mais pas simplement le vieillissement. Et puis, bien entendu, derrière, il y a les politiques sociales qui sont là pour être la fabrique de réponses appropriées dans cet environnement qui, par ailleurs, se situe dans un environnement macroéconomique, international, européen, national, parfois territorial, qui pèse très lourd sur, au fond, la capacité à produire des réponses appropriées. Et donc, quand on dit social, aujourd'hui, on embarque une vision élargie,
plus globale, plus systémique. Le but, si vous voulez, c'est de faire que la protection sociale ne soit pas simplement un mécanisme redistributif, mais soit un véritable mécanisme de cohésion sociale. C'est-à-dire arrimant la personne à la nation. Et cela conduit à donner au terme social une signification paradigmatique, si vous voulez, plus importante, plus dense et élargie. Alors justement, l'OCRP est un organisme qui, je vous disais tout à l'heure, évidemment vous me le confirmiez, très ancré sur la perte d'autonomie et sur le handicap. Quels sont les prochains enjeux aujourd'hui sur ces deux aspects de perte d'autonomie? Est-ce qu'on a suffisamment anticipé, dirons-nous, cette société du vieillissement, cette société des seniors, au-delà des aspects de revenus, de retraite? Est-ce que tout ça a été suffisamment bien vu? Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, concrètement? Aujourd'hui, on en est à un point que la sécurité sociale s'est équipée d'une branche supplémentaire. Ça n'arrive pas tous les 4 matins, nous. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et j'étais un tout petit peu de ce côté-là de la barrière. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale qui s'est construite sur la production de réponses à des grands risques, très structurés, la maladie, la famille, la vieillesse, les accidents du travail, elle s'est maintenant dotée, avec la 5e branche, autonomie, d'une ambition, qui est celle de la vie autonome pour nos concitoyens, quel que soit leur âge, leur situation de handicap, quelle que soit leur situation de santé, quel que soit l'endroit où ils vivent. Et donc, on le voit, cette ambition, au fond, elle emporte dans le projet de la protection sociale des mécanismes qui sont différents. Et c'est sans doute ce qui doit amener les assureurs collectifs, c'est-à-dire ceux qui apportent des réponses aux salariés dans le cadre d'une protection sociale collective, de changer leur représentation de ce qu'est la protection sociale. On a moins besoin de produits ou d'offres que de réponses. Et une réponse, ça emporte des considérations un peu différentes. Ça veut dire qu'on comprend très bien la situation du client, qu'on peut aller vers un concept qui m'est cher, c'est la protection sociale situationnelle. C'est-à-dire celle qui est contingente, qui fait que quand on travaille dans la métallurgie, par exemple, ou quand on travaille dans la branche de l'aide à domicile, on n'a pas forcément, à part des garanties de base nécessaires, mais tout à fait le même type de besoin, le même type d'aspiration et donc le même besoin de réponse. Et quand on parle de l'accompagnement de la perte d'autonomie, on voit bien que la solvabilisation, encore une fois pour utiliser des termes de techno, est une chose, mais ce qui va devenir évidemment très très important, c'est la manière dont cela ouvre à une réponse en service qui va venir soutenir la personne dans son parcours, et pas simplement solvabiliser le risque au sens où on l'entend classiquement dans la sécurité sociale. Ça veut dire que c'est beaucoup plus large. C'est plus large et surtout c'est plus précis, c'est plus contingent. Ça appelle une expertise situationnelle beaucoup plus forte et ça appelle une forme de dialogue social renouvelé, réinventé, volontariste, qui, en fait, le but, c'est d'apporter la bonne réponse en protection sociale aux salariés dans son environnement de travail et en lien avec sa situation personnelle. Alors ce 5e risque, des fois on dit il est là et c'est vrai que c'est une avancée parce que c'est pas tous les jours que la sécurité sociale crée un risque. Après il va falloir mettre, on dit je sais pas si on ose le dire aujourd'hui, mais du carburant dans la machine, c'est-à-dire des sous. Et ce que vous êtes en train de dire finalement, c'est pas forcément qu'un aspect financier, un peu quand même. Mais alors, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le traitement en financement pourrait se révéler insuffisant et en partie inefficace. C'est-à-dire qu'en fait, si on en analysait l'impact sur nos concitoyens, on pourrait constater, comme a dit quelqu'un, je ne réutiliserai pas l'expression, que ça demande beaucoup d'argent. Il y a une expression un peu plus lapidaire. On voit ce que vous voulez dire. Pour un résultat qui, au fond, dans certains cas, n'est pas toujours aussi mesurable qu'on aimerait. Et donc, c'est là qu'on voit bien la nécessité de transformer la méthode en même temps qu'il s'agit, effectivement, d'apporter des financements. Parce que le vieillissement de la population française emporte
un effet numérique, un effet volumétrique qu'il s'agit d'accompagner. Si vous prenez la dimension servicielle, vous savez comme moi qu'aujourd'hui, dans le champ du service à la personne, on a un énorme besoin de trouver des personnels. Or, ce sont des métiers peu attractifs, mal payés, avec des pénibilités propres. Donc, si vous voulez, on voit bien comment tout ça produit une forme d'agencement entre un besoin de solvabilisation, de financement, mais aussi une vraie méthode, une ingénierie de la protection sociale spécifique. On retiendra ce mot ingénierie de la protection sociale, moi qui me plaît bien personnellement. Donc, si je vous entends bien, les évolutions possibles ou probables du 5e risque, c'est un univers serviciel. Oui, très intégré. Très intégré. Avec une très grande facilité d'accès de la personne à ces services, à l'agencement. Donc avec un usage de ces services. Une garantie d'usage. Une garantie d'usage. Et une mesure d'impact permanente qui permette à la personne de dire oui, ça répond à mon besoin ou non, ça ne répond pas à mon besoin. Et la dimension de l'intégration est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, on confine au délit d'initié quand il s'agit de se mouvoir dans des formes de réponse discontinues, complexes, inaccessibles et avec une profonde inégalité. Inégalité liée à la situation des personnes, inégalité liée au territoire. Ce n'est pas du tout la même chose que de se faire aider sur le plateau du Larzac que de recourir à de l'aide quand on habite Bobigny, par exemple. Tout simplement parce qu'on n'a pas le même service à proximité. D'où le terme ingénierie. Et ingénierie. On va venir sur le territoire de l'aide. Vous l'avez suggéré, Marianne Monchamp. On n'est pas là à lire dans le mar de café, mais est-ce que ça va assez vite quand même, ce 5e risque, l'évolution de ce 5e risque? C'est quoi les étapes selon vous, selon votre expertise, sans vous engager bien sûr d'un point de vue politique ou autre? Ce qui est sûr, c'est que si nous ne sommes pas au rendez-vous de 2030, ça ne va pas bien se passer. C'est-à-dire que nous allons avoir en 2030 un pic. Donc c'est comme les 3 ans pour le climat, on a 3 ans pour réagir. Vous savez que la métaphore... Pour le 5e risque, c'est 8 ans. Oui, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, le coup est parti. Et donc la question n'est pas de savoir si ça se produira ou pas. La question est de savoir dans quelles conditions ça va se produire. Et ça se produira bien ou mal, mais de toute façon, on n'échappera pas au coup. Un exemple, si nous ne savons pas accompagner la personne âgée chez elle, grâce aux aidants par exemple, mais pas seulement, il est évident que cette personne, on la retrouvera aux urgences de l'hôpital sur un plateau technique à 1 500 € jour. Donc de toute façon, l'équation, elle est posée aujourd'hui. Donc, les données sont connues. Les données sont connues, les données sont projetées. Tout ce qui se joue, c'est les conditions dans lesquelles on arrive à cet effet de seuil considérable qu'est 2030. Et donc, c'est une course contre la montre, je veux le dire, entre les organisations publiques, les organisations privées qui doivent collaborer, qui doivent ajuster leur modèle pour être capables d'apporter ces réponses que j'évoquais tout à l'heure à nos concitoyens, juste à temps quand l'effet volume va se faire sentir très fort dans nos organisations. Alors, vous allez parler tout à l'heure avec Jean-Charles Némy de protection sociale collective aussi. Mais vous avez prononcé un mot sur lequel j'aimerais qu'on poursuive, Marianne Monchamp, le mot aider. Les proches aidants, les proches aidants salariés, ce sont de vraies préoccupations du quotidien, du futur, mais aussi du quotidien. 11 millions d'aidants, donc une grande partie sont salariés avec 3 vies dans une vie, d'une certaine façon. Quelle réponse on peut apporter, selon vous, pour ces aidants salariés, et quel peut être le rôle de l'organisme que vous dirigez, le CIRP, Marianne Monchamp? Alors, il y a les réponses qu'on apporte déjà et qu'il faut consolider et peut-être amplifier. L'OCIRP, je veux le dire ici, pour rendre hommage à cette très belle union d'institutions de prévoyance qu'est l'OCIRP, a été une forme d'éclaireur, de précurseur et sans doute d'influenceur sur la question des aidants. Ce sont les études que nous avons pu produire qui ont montré ce qu'était un aidant. Depuis très longtemps d'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre. Et depuis très longtemps, avec beaucoup de constance, à un moment où ce n'était pas forcément une question émergente. Un aidant, nous le savons aujourd'hui, dans un nombre de cas considérable, il est en activité et il doit, comme vous le suggériez, concilier des temps
qui sont très fortement antagonistes. Donc, accompagner les aidants dans ce rôle, leur apprendre d'ailleurs à identifier qu'ils sont aidants, parce que parfois ils ne s'en rendent même pas compte, faire en sorte qu'à côté de ce que le législateur a permis de faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le congé proche aidant, il y a à la fois par le service, mais aussi peut-être par l'amélioration de la prise en compte de ce congé proche aidant, un certain nombre de solutions. Bien, nous sommes en train d'y réfléchir et d'y travailler dans une forme de fonction laboratoire qui est caractéristique de l'OCIRP. C'est une des forces de cette maison. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que sur ce sujet de l'aidance, je crois qu'il est très important d'adresser les questions, si vous me permettez les gros mots, de manière systémique. Si vous voulez, aujourd'hui, en matière de pénibilité, la situation personnelle des salariés pèse très lourd dans la perception qu'ils ont de la pénibilité professionnelle qu'ils peuvent subir. Quand vous faites un métier, il comporte son lot de difficultés et de pénibilité. Mais si vous êtes en situation d'aidant, par exemple, et que vous avez une sphère privée avec une charge mentale très lourde, votre tolérance aux difficultés de la situation professionnelle va effectivement évoluer et va devenir beaucoup plus faible. Le seuil de tolérance va baisser. Et cela doit intéresser les employeurs, car, si vous voulez, ignorer la porosité qui existe, et je crois que la crise Covid, avec tout le phénomène du télétravail, les nouvelles formes de l'emploi aussi l'ont bien montré, qu'il y a un lien en quelque sorte d'interpénétration entre le temps privé et le temps professionnel. Ignorer cela, c'est, je pense, passer à côté d'une partie de la réalité professionnelle des salariés en France. Et puis le dernier élément, c'est que, si vous voulez, il faut permettre à l'aidant de rester dans son rôle d'aidant, avec la capacité à développer cette fonction présentielle et affective auprès de son proche. Et l'idée d'une substitution d'un rôle professionnel sur un rôle bénévole, qui est celui de l'aidant familial, a quelque chose qui, moi, me dérange. Il est normal de mettre la main à la pâte et d'aider, de donner un coup de main. Mais quand on n'a pas le choix et que l'enfant adulte se substitue en une forme de parentalité, au fond, inappropriée vis-à-vis de son proche, je pense qu'on fragilise l'aidance. Et donc, par le service, par le diagnostic des besoins, par une approche en réponse, on a la possibilité de redonner à l'aidant la fonction qu'il ne doit jamais cesser d'avoir, cette responsabilité présentielle et cette fonction affective qu'il doit pouvoir exclusivement garder auprès de son proche, tout simplement parce que personne ne peut l'exercer à sa place. Et ça, c'est sans doute un des développements sur lequel il faut que nous soyons en capacité de travailler. On le fait avec notre direction de l'engagement social pour accompagner effectivement ces situations d'aidance. Parce qu'il y a, excusez-moi, il y a une économie cachée, enfin je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, de l'aidance. C'est plusieurs milliards finalement de travail effectués qui pourraient être confiés à des professionnels. Est-ce que c'est ça que vous... C'est-à-dire il faudrait peut-être maintenant professionnaliser, que l'aidant familial ait son rôle, mais qui ne soit pas forcément... Et développer peut-être donc une professionnalisation vraiment de l'aidant matériel. Ou de l'aidant, oui. Il y a des choses à faire. D'où l'incidence, l'intérêt d'une protection sociale appropriée des aidants professionnels, qui aujourd'hui sont des salariés de la première ligne, qui sont souvent payés de manière, sur la partie basse des fourchettes de salaire, qui par ailleurs sont dans des situations de précarité, et en particulier précarité énergétique, qui subissent des temps de transport considérables, des conditions de travail difficiles, et qui peuvent dans le même temps être eux-mêmes aidants. Donc si vous voulez, on voit bien là comment on a cette espèce d'effet systémique que j'évoquais, une protection sociale situationnelle appropriée et bien entendu un soutien aux aidants familiaux afin qu'ils gardent ce rôle très important qui est celui de cette fonction présentielle et affective auprès de leurs proches.
Dans cette situation de protection sociale situationnelle que vous évoquez, Marianne Monchamp, vous avez aussi évoqué l'entreprise et peut-être le rôle sous-jacent, le rôle de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, même si elles ne se ressemblent pas toutes, bien sûr, elles sont de différentes tailles, de différentes activités, avec différents métiers, on voit des initiatives où certaines entreprises intègrent le service à leurs salariés aidants au sein de la stratégie de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des entreprises d'une façon générale sur la nécessité d'apporter des services ou du soutien à leurs salariés aidants? La réponse est oui, bien sûr, mais vous voyez l'extraordinaire inégalité de situation entre un grand groupe qui va pouvoir organiser une armada pour le faire et une ETI, voire une TPE qui elle-même aura besoin, pourquoi le contraire, de recourir à des solutions, des réponses, mais qui seront nécessairement partenariales et externalisées. Donc aujourd'hui, oui, c'est un courant de pensée qui émerge, que l'on voit dans certaines entreprises qui sont extraordinairement en avance, qui collaborent pour certaines avec des entreprises du secteur du domicile pour imaginer vraiment un niveau de production de réponse extrêmement personnalisé. Mais je crois qu'il faut convenir que c'est le début, c'est l'origine d'un mouvement, en effet, en responsabilité sociale, pour lequel il faut vraiment assortir toute cette démarche d'une vraie exigence d'impact et de mesure de la qualité du service rendu et de son effectivité. Alors, on revient aux institutions de prévoyance, parce que Jean-Luc Gambet le soulignait, dans les grands groupes, il y a des démarches RSE, et puis elles sont mises en avant, elles sont à juste titre, hein, mais quand on est effectivement dans la TPE en bas de chez nous, où il y a 3 salariés ou 4 salariés, c'est un peu plus difficile. Là, c'est le rôle des branches. Absolument, le rôle des branches est décisif, il est primordial. C'est évidemment le lieu d'un dialogue social avancé et qui permet d'intégrer cette dimension situationnelle au sens de la spécificité des emplois et des entreprises qui constituent et qui composent la branche, que l'on peut effectivement évoquer, et c'est effectivement un point absolument décisif dans l'action que nous menons et dans notre mode d'approche de cette protection sociale situationnelle. Je veux simplement dire quand même pour mémoire que les grands groupes, et je veux leur rendre hommage, font des choses tout à fait remarquables en matière de RSE. Tout de même, un certain nombre d'observateurs au niveau européen et international nous ramènent parfois à la réalité en nous disant que la mesure d'impact n'est pas toujours présente et que l'impact social est rarement satisfait. Ça, c'est un point, et que parfois dans la TPE, pour des raisons qui sont assez empiriques et qui tiennent à la taille de l'organisation, on peut avoir des niveaux de réponse d'une qualité extraordinairement, proche et pertinente. Mais cela dit, vous avez raison, et c'est tout le rôle de la branche, en effet, que de faire cette intermédiation. Et donc un rôle assurantiel. Il faut en parler un peu quand même. Est-ce que l'assurance, dans son acception très large, est certainement un vecteur, un outil, c'est certainement pas le seul évidemment, mais par le biais des branches, par le biais de régimes de protection sociale collectifs, est-ce que le marché aujourd'hui, il y a des projets, enfin il y a eu des propositions qui ont été faites, on le voit bien, et qui ont tout leur intérêt. Est-ce que le marché peut tout réguler aujourd'hui? Est-ce que, pour poser aussi une question qui est, je sais, peut-être un peu technique, mais pas tant que ça, est-ce qu'il ne faut pas aider un peu plus les entreprises? Je vais dire un gros mot. Est-ce que les clauses de recommandation aujourd'hui sont suffisantes en protection sociale collective? Est-ce qu'il ne faut pas, parce qu'on est sur de la prévoyance, on est sur des sujets lourds, est-ce qu'il ne faut pas quand même, vous parlez de dialogue social, c'est pas un piège, parce que je sais que le terrain est miné, mais est-ce qu'il ne faut peut-être pas reparler de clause de désignation? Est-ce qu'il faut oser on l'entend, donc c'est pour ça que je me permets de... Je pense qu'il faut, comment dirais-je, intégrer cette forme de liberté à l'enjeu de la négociation sociale. Et c'est moins, au fond, la main invisible du marché dont on parle, que la capacité à ne pas être enfermé dans des modèles contraignants. Et donc par la qualité du dialogue social et la cohérence des accords qui peuvent en découler, qu'à mon sens, on peut éviter l'écueil
d'une libéralisation sauvage qui, au fond, aurait pour conséquence un désavantage pour les salariés. Voilà ce que je peux dire de ce sujet à ce stade. Quant à la réponse assurantielle, moi je suis une militante, peut-être l'aurez-vous compris, dans mon parcours d'une protection sociale qui a pour objet de fabriquer de la cohésion sociale. Je crois, mais vraiment profondément, que les institutions de prévoyance, parce que elles sont les acteurs de l'assurance collective par le dialogue social, sont un point d'arrimage extrêmement pertinent entre, au fond, le monde de la sécurité sociale et le monde de l'assurance. Et ce point d'entrée, à travers l'union qu'est l'OCIRP, moi je souhaite en prendre le plus grand soin, le protéger, sans doute plus que cela le promouvoir, parce que je crois que c'est une des conditions pour que ces deux mondes, au fond, sortent de postures dogmatiques et entrent dans des postures collaboratives dans l'intérêt des salariés de notre pays. Que pensez-vous de l'avenir des contrats dépendance au sens large, qu'ils soient individuels ou collectifs ? On ne peut pas dire que c'est un grand succès entre nous, Marianne Monchamp, même si je ne veux pas comparer la dimension purement individuelle à la dimension collective. C'est quoi le futur de ces contrats perte d'autonomie collectif, du service, bien sûr, beaucoup de développement ? Oui, bien sûr, c'est difficile de parler de l'avenir de ces contrats puisqu'ils existent et qu'ils vivent leur vie. Donc, tout ce qui existe, effectivement, a vocation à être protégé. Mais la prospective, effectivement, de l'approche assurantielle sur la question du risque dépendance, c'est précisément le risque autonomie. C'est cette bascule-là. On sait que la puissance publique a délivré, à travers la création de la 5e branche, autonomie et pas dépendance, un message extrêmement clair. C'est celui du choix de nos concitoyens qui veulent vivre chez eux, citoyens à part entière, et ne pas basculer dans des réponses collectives et institutionnelles. Et donc, la facture de ces contrats, qui au fond avaient quand même un peu en ligne de mire la solvabilisation d'une dépense institutionnelle, quelque part, qui en était un peu le standard, qui en était un peu la cible. Pour financer l'EHPAD, par exemple, c'est ça, par exemple. Pour faire court, c'est ça. C'est ça, oui, pour financer. Mon EHPAD coûte 3 000 euros par mois. Oui, et bien l'idée, c'est de sortir 500, parce qu'à 2500, si ma retraite est ce qu'elle est, ça passe, et sinon, ça ne passe pas. En fait, c'est ça. Oui. On voit bien que face, au fond, à l'approche domiciliaire que nos concitoyens attendent, cette réponse construite comme ça pour ces raisons-là, et je n'ai pas d'avis là-dessus, c'est l'histoire qui nous pousse à nous remettre en question, n'est pas tout à fait à la hauteur de l'enjeu. Et donc je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas je pense que c'est à partir de ce point de repère qu'on peut interroger la prospective de ces réponses assurantielles collectives en particulier. En particulier. En tout cas, nous arrivons au terme de cet échange, de cet entretien. Nul doute que nous reviendrons sur Assurance TV, sur les enjeux de la perte d'autonomie, du handicap, de la protection sociale collective. Et je retiens protection sociale situationnelle. Je ne m'approprie pas votre expression, mais je la trouve tout à fait intéressante. Et moi, je retiens le terme ingénierique. Voilà. Au-delà de l'ensemble de ce qui a été dit aujourd'hui, Marianne Monchamp, nous vous remercions à nouveau. Merci à vous. D'avoir partagé ce moment avec nos auditeurs. Jean-Charles Némy, merci. Merci Jean-Luc. Merci madame de votre venue. À très bientôt sur Assurance TV.